Radio Mont-Blanc. 16h, 19h avec Christophe Barbecker. Et deux invités ce soir. Je reçois d'une part Yann Giesendanner, expert en météorologie de montagne et technicien prévisionniste à Chamonix. Yann, bonsoir. Bien le bonsoir. Qui fait beaucoup d'autres choses également. Et puis Charles Edrich, on ne le présente plus. C'est d'ailleurs maintenant mon consultant sport découverte. Ça tombe bien. J'ai du pot. Charles est sur la terre ferme. Bonjour. Ça va ? En pleine forme. Bon, alors bah tiens, votre rencontre justement, parce que Charles fait beaucoup de sport et d'aventure, forcément la météo, on en a besoin. Donc vous vous êtes rencontrés grâce à ça ? Oui, donc c'était en fait Yann sur l'Everest. Ouais, exact. Ouais. Vous n'êtes pas rencontrés sur l'Everest ? Non, mais aujourd'hui, t'arrives là-haut. Aujourd'hui, on quand même le fait d'être routé en montagne en général, mais sur des expés himalayennes en particulier. Ça permet d'optimiser les choses d'une façon considérable, la possibilité de sommet et de limiter les risques également d'une façon très importante. Alors on va parler météo en première partie. Donc Yann travaille pour Météo France à Chamonix. On sait que la météo dans les Alpes c'est très très important parce que les alpinistes comptent là-dessus. Est-ce que c'est plus compliqué de faire la météo à Chamonix ou la météo marine par exemple ? C'est plus compliqué en terrain de montagne, bien sûr, parce que la marine, bien évidemment, c'est plat. Oui. Quand c'est plat, il n'y a pas de frottement et c'est un peu plus simple, évidemment. Mais il y a des endroits où je fais des prévisions, comme vers le Cap Horn, ou alors sur le Spitzberg, la Norvège, là, c'est moins simple. Mais quand on est sur l'océan Atlantique, c'est pas très, très difficile. Mais ça dépend des situations. Mais c'est vrai qu'en terrain de montagne, et particulièrement sur les Alpes françaises, italiennes, les Alpes du Sud, c'est plus compliqué quand même. S'il fait grand mauvais, c'est grand mauvais. S'il fait grand beau, c'est pas si dur. Mais il y a des situations intermédiaires où il faut prendre la petite fenêtre, trouver le bon moment. Et ça, c'est quand même beaucoup plus difficile à trouver. Mais c'est pour ça reste un job assez intéressant. Et moi qui suis un vieux con, là déjà, je trouve ça encore extrêmement intéressant. Comment on vient d'ailleurs à faire, je vais faire la météo, ça me plaît. Parce qu'avant, il n'y avait pas tous les moyens informatiques dont vous disposez actuellement. Alors, ça prend quel âge de dire, tiens, je ferai de la météo ? Bien souvent, c'est souvent des passions de gamins, j'ai l'impression. Ouais. Des gamins qui aiment la nature, qui aiment le ciel, qui aiment regarder, qui ont été impressionnés par un orage un soir. Je vois, la plupart de mes collègues, on est tous un peu passionnés étant gamins. Et puis voilà, il faut avoir un peu de chance parce que pour réussir un concours, pour rentrer, on rentre dans une administration où il y a très peu de place. Bon, moi, c'est une époque où il y en avait un peu plus, donc j'ai pu rentrer, c'est grâce à ça. Et puis après, on va à l'école de la météorologie, on apprend les fondamentaux de la météorologie. Et puis ensuite, on est versé dans un endroit, soit une prévision maritime pour les cyclones, ou alors ça peut être sur la ville, ça peut être sur l'aviation, la marine. Puis moi, bien évidemment, c'était la montagne qui m'intéressait. Et en sortie d'école, j'ai été non pas parachuté, mais je suis arrivé à Chamonix avec un très grand plaisir. C'est un beau terrain de jeu, on va dire. Oui, ça m'a plu. Ouais. Parce que sinon, Météo France, c'est basé à Toulouse, Voilà, le centre de calcul, comme on appelle, est basé à Toulouse, le centre administratif à Paris. Et puis en Europe, il y a le centre européen qui est près de Londres. Et puis chaque pays dispose d'un centre de calcul. Et à partir de là, l'ordinateur qui est devant mes yeux, on reçoit des informations qui viennent de ce centre de calcul. Ces informations, on les interprète et c'est en interprétant ces informations qu'on arrive à faire des prévisions. Alors justement, on va en venir à une autre fonction parce que l'assistance météorologique, vous êtes peu nombreux à faire ça, je pense quand même. C'est plus c'est presque le même métier, mais pas tout à fait. Ouais, c'est à peu près le même métier, mais il faut avoir beaucoup de temps, il faut pas trop dormir la nuit, Mais c'est un métier qui permet d'être en relation avec des gens extrêmement intéressants. Moi, je suis le seul quasiment à faire des prévisions montagne en France pour le monde. J'ai des collègues qui font des prévisions pour la marine, pour les rails en voiture, pour la Formule 1, pour le tennis, les événements pour Roland Garros, il y a un gars qui s'occupe de ça. Total, c'est ça. Les nuages qui arrivent aussi du terrain central. Et dire, dans 10 minutes, il pleut, etc. C'est un peu plus facile quand même de faire pour Roland Garros que pour Charles Edrich, qui est au bout du monde. Plus facile, il y a des enjeux médiatiques, etc. Mais avec Charles Edrich, il y a l'enjeu de sa vie, donc c'est quand même plus important. Alors comment ça se passe justement quand vous travaillez avec Charles, qui est, je ne sais pas, en Alaska ou je sais pas au sommet de l'Everest? Comme disait Yann, d'abord ça dépend énormément des terrains, parce que suivant les terrains, les météos sont plus ou moins faciles à faire. Alors là par exemple, on a vécu l'expérience du pôle Nord où Yann nous routait, donc je dis nous parce que j'étais avec Arnaud Tortel.
Et la météo, on s'est aperçu qu'elle était extrêmement aléatoire, très 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 difficile à prévoir. Et pourtant c'est la mer. Enfin, c'est la banquise, quoi. Oui, mais c'est le pôle. Voilà. Donc et on a compris après qu'au pôle, il y a des forces. Justement, la force de Coriolis, je sais pas si les gens se rappellent à l'école, on a appris cette force. Non, on va remettre une petite. Cette force, elle est assez importante. Et puis, Charles me disait, mais c'est marrant, je dérive toujours à droite. C'est ça que tu me disais. Hein. Ça dérive, et puis le temps était jamais bien juste, mais c'est à cause de ça. Et alors, c'était plus simple, il me semble, à l'Everest. L'Everest, là, nickel, tu nous as donné on va dire à 3 ou 4 jours, à 4 jours, je crois, tu nous as donné exactement les prévisions exactes, la fenêtre météo absolument parfaite pour faire le sommet. Et d'ailleurs, la veille, il y avait eu quelques tentatives. Quand nous on était au dernier camp, donc à 8003 là, et la veille, c'était des conditions, on va dire, particulièrement compliquées, où il y a eu énormément de gelures, alors que nous, il n'y avait pas un souffle d'air quand on était au sommet. Ouais, ça c'est extraordinaire, et puis c'est un réel plaisir pour moi, et puis pour Charles également. La différence, c'est que Charles, par exemple, est à 6-7 000 km, et vous êtes dans votre bureau. Alors, on doit se sentir quand même très lié, ça doit être bizarre comme impression. Bien sûr, on est liés, je pense, et puis la télécommunication fonctionne bien, je veux dire, sur les téléphones SAT, ça marche bien. Charles appelle, on discute, puis après, il fait le point, il décide. Voilà, alors il faut savoir qu'en matière de routage, la prévision, évidemment, météo est très importante, mais au moins aussi important, c'est la relation entre les deux hommes. Entre l'alpiniste, l'aventurier, le marin et le routeur. Il faut bien se connaître, il faut surtout, disons, que le routeur voit bien la façon dont procède celui qui est sur le terrain. Voilà, suivant les infos qu'il va lui donner, genre, faut pas un routeur un peu trop optimiste ou trop pessimiste, en gros. Ou l'inverse, ou qui perçoit mal parce qu'il faut aussi que, il y a ce qu'on dit sur le terrain, enfin, en fonction de sa personnalité. Hein. Yann, toi, t'en as routé des tas. En fonction de sa personnalité, il y en a qui vont beaucoup parler, d'autres beaucoup moins, d'autres qui vont parler mais pas dire exactement ce qui se passe sur le terrain. Donc il y a énormément de psychologie, enfin on peut dire de feeling. Oui, c'est ça. J'ai même eu plusieurs expéditions sur l'Everest, et je donnais pas exactement les mêmes informations à chacun en fonction de la force des gens, de leur puissance, du groupe, et je m'adaptais. Et je dis pas que je mentais un petit peu, mais disons que pour chaque expé, il y avait une prévision qui était adaptée. Et parce que tous n'étaient pas dans la même situation d'acclimatation, etc. Et puis il y a d'autres, je leur dis le jour D, le D-Day, c'est là-haut, il faut être là-haut, et je les pousse à aller au sommet. Mais après, ils décident évidemment par eux-mêmes. Il y a des jours, je leur dis, mais non, mais vas-y. Et ils me disent, mais non, mais il neige. Je lui dis, mais t'inquiète, ça va s'arrêter. Vas-y, continue. Et puis voilà. Puis il y a des jours, je leur dis, non, c'est pas la peine. On est pas loin. Je dis, non, il faut vraiment revenir parce que ça peut être dangereux, etc. Et là, c'est vrai que il faut dépasser un peu les limites du prévisionniste, et moi c'est ce que j'aime, c'est il y a le côté humain aussi. Bien sûr, c'est le côté humain dans tous les jobs qu'on peut faire, c'est le côté humain. Est-ce qu'il y a des engueulades des fois, ça peut arriver? Ou alors des fois des incompréhensions. Ouais, des frottements, des incompréhensions, ça peut arriver, ouais. Ouais, mais ça peut arriver, mais c'est assez rare quand même, parce que les gens qui font de l'aventure, de l'alpinisme, de la montagne, on est quand même des caractères, moi aussi, donc on se comprend assez rapidement. Et puis on a besoin l'un de l'autre, donc ça se passe plutôt bien. Ouais. On va se retrouver dans. Ouais, j'ai une expédition actuellement. Ouais. Bon, je les ai eu au téléphone tout à l'heure. Bon, ça se passe. Je leur ai dit pas de neige, et puis 5 minutes après, je voyais qu'il neigeait sur mes ordinateurs. Je les rappelle, je dis écoutez, je suis désolé. Ah, mais c'est pas grave, il neige un peu, voilà. C'est les bourrasques. Ouais, c'est ça. Allez, on se retrouve dans quelques minutes. Je suis, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, avec Yann Giesendanner. Il a un nom presque aussi compliqué que le mien, qui nous parle météorologie, et puis notre consultant sport découverte, Charles Edrich. Alors on se retrouve après un titre et une petite pause. Radio Mont-Blanc. Et nous retrouvons mes deux invités, Yann Giesendanner, expert en météo de montagne, technicien prévisionniste à Chamonix, donc pour Météo France. Et puis sport aventure avec lui régulièrement maintenant, c'est notre consultant Charles Edrich. Rebonsoir messieurs, pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Alors on a parlé météo en général dans notre région, on a parlé routage, on va rappeler ce que c'est pour les auditeurs qui sortent du boulot et qui viennent de prendre Radio Mont-Blanc. Le routage, donc c'est pour ou les alpinistes ou les marins. Ouais, c'est de l'information météo bien spécialisée. Pour les compètes. Pour les compétitions, par exemple sur l'Everest. Moi je suis à Chamonix, et par téléphone j'envoie des prévisions météo aux alpinistes,
pour leur choisir la bonne fenêtre pour aller au sommet en toute sécurité. Voilà ce que c'est que le routage météo. Alors justement, pour le prochain rendez-vous, Charles attend ce qu'on appelle la débâcle. Alors là, alors on va rappeler ça aussi, la débâcle. On sait ce que c'est dans la vie, mais là c'est la glace. Voilà, donc là, donc je suis en train de faire le passage nord-ouest, donc voilà. La rame. L'été dernier, je suis parti du détroit de Bering, j'ai fait toute la partie Alaska, extrême nord de l'Alaska, et mon bateau actuellement m'attend à Tutuyaktuk. Dans la glace. Dans la glace, et enfin pas vraiment dans la glace, il est dans une famille, dans une maison de Inuits, et donc je repars dès que la glace commence à fondre. Et pour l'instant, elle est en avance, la débâcle, par rapport à l'année dernière, ou... Alors ça, on va demander à Yann. Pour l'instant, j'ai pas regardé. Pas regardé encore. Mais c'est un truc à travailler, parce que ça va dépendre évidemment du temps qu'il va faire pour les prochains mois. Mais généralement, ça se passe au mois d'août, hein. Disons que, enfin, ça dépend, parce qu'avec mon petit bateau, je peux circuler dans des petits passages. Voilà. Et si on doit commencer à pouvoir un petit peu estimer, parce que ça dépend aussi de l'épaisseur de glace de l'hiver, quoi. Alors justement, on parle de la fonte des glaces. Que pense Yann du réchauffement de la planète? Alors là, on a plusieurs avis de météorologues et de scientifiques. Donc certains disent la pollution, les vaches qui pètent, on a tout entendu, hein. Les hommes, forcément, on contribue. Moi, je fais partie des pyrrhoniens. Je me la joue pas. Je veux dire que je sais pas. C'est un philosophe grec qui avait un certain doute. Et moi, j'ai un certain doute parce que depuis 10 ans, la température globale de la Terre, elle est stable. Il y a un palier. Et les gens du GIEC nous expliquent que c'est normal, mais ils n'avaient pas prévu ça il y a quand même 10 ans. Et moi, j'ai des doutes sur ce réchauffement global parce que le Soleil a une importance assez forte, et également le rayonnement cosmique a une importance vraiment très importante, très forte. Et les deux combinés font que c'est pas du tout certain que le réchauffement climatique soit quelque chose d'aussi important. Je le compare un peu au pétrole. On disait il y a 15 ans, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a plus de pétrole. On s'aperçoit qu'il y en a, il est plus profond, c'est vrai. Mais le réchauffement climatique, il a eu une seule vertu, la plus importante, c'est de se rendre compte que notre Terre était fragile, qu'il y a une pollution de l'air qui est très importante, pollution de l'eau, des océans. Enfin, Charles, tu as dû le voir, évidemment. Et ce réchauffement permet quand même une prise de conscience mondiale. Et de là à responsabiliser les gens et à les culpabiliser, ça, j'aime pas trop, on peut dire. Bon, on reviendra sur ce sujet, je pense, dans les années qui viennent. Certainement. Si on reprend 1 ou 2 degrés, vous serez convoqué. Exact, mais finalement, s'il fait un peu plus doux, des fois, c'est pas très... En plus, on a de très beaux hivers depuis une dizaine d'années. Exact. C'est pour ça que je trouve... voilà. Et puis des étés un peu frais. Oui, donc c'est pas si mal. Alors, les prévisions en ce moment se font sur 5, 6, 7 jours, carrément. Exact. Le Météo France, on fait des prévisions à 9 jours, quotidiennement, 3 fois par jour, voilà. Et puis, donc, tu allais dire, évidemment, on a envie d'en savoir un peu plus. Voilà. On a envie d'aller un peu plus loin, de savoir comment va être l'été, le début de l'hiver. Alors, c'est la question que je voulais poser. J'ai dit, tiens, j'aurai Yann Guizendaner aujourd'hui. Je vais lui demander juillet-août ou le 25 mai, par exemple. Est-ce qu'on peut savoir sur une journée? Non, peut-être pas. Dimanche 25 mai, non, c'est un peu dur. Mais disons qu'on sait que surtout qu'à partir de la seconde partie du mois de mai, le temps sera enfin plus chaud, plus agréable et d'une saison vraiment meilleure. Mais jusqu'à là, il fera encore frais, il y aura des averses. Et puis par contre, le mois de juin semble normal, à savoir souvent beau avec des perturbations, mais globalement assez beau. Et puis l'été, il n'y a pas de chaleur. C'est vrai que c'est pas un été avec une canicule, comme bien souvent les gens pensent de l'annoncer. La période la plus chaude semble se situer surtout sur la fin juillet. Mais on a plutôt un mois de juillet ensoleillé, de temps en temps des perturbations orageuses. Au mois d'août, début août, ensoleillé, chaud. Et sur la seconde partie d'août, déjà, les premières perturbations orageuses et une baisse de la température. Donc globalement, c'est pas si mauvais. Et on peut dire que les prévisions sont assez fiables pour l'instant. Enfin, c'est pas fiable à 100%, mais la grande tendance semble se dessiner depuis quelques mois sur ce schéma-là. On peut pas aller jusqu'à l'hiver prochain, quand même. Si, il y a un début d'hiver. Il semblerait que... Oui, il semblerait que à partir de la mi-octobre, il y a un courant de nord-ouest qui s'installe là, sur l'Europe par chez nous, et donc sans doute un hiver assez précoce, et même une vague de froid assez importante. Déjà, on a une idée sur la fin décembre et début janvier. Yann a tout dit, j'arrête de bosser dès demain, je ne fais plus de bulletin de météo et je rediffuse ça. Alors donc on attend cette fameuse débâcle, ça c'est pour Charles. Donc départ, c'est dans l'été, pour repartir chercher le fameux bateau. Donc je serai sur place à partir de mi-juin. Mi-juin.
Parce qu'il faut absolument qu'après je sorte côté mer de Baffin, côté Groenland, qui est l'arrivée du passage nord-ouest, au plus tard, au moment où ça regèle, à partir de en général fin septembre. Et après, il y a déjà une autre expé qui est prévue. Je suis allé voir un peu le programme. Il y a beaucoup de choses en vue. On va changer carrément de domaine ensuite. Alors, je dirais même qu'actuellement, je me prépare. Déjà en même temps. Je me prépare pour la suivante. Qui n'a rien à voir. Qui n'a, non, absolument rien à voir. La suivante, c'est la traversée intégrale du désert de l'Atacama avec Bazin, avec Stéphane Bazin, pour ceux qui le connaissent. Et donc là, c'est 1000 km, c'est le désert le plus aride du monde. On se croirait sur Mars, j'ai vu quelques images. C'est fantastique. Ils vont tester d'ailleurs, la NASA teste les robots. Exactement. Ils le testent là-bas, carrément. Et là, on part tous les deux avec un chariot de 101 kilos pour transporter notre eau. Et là, il faut l'entraînement, c'est footing, course en montagne à longueur de temps. Là, on n'a pas besoin de prévisionniste pour le désert. Je pense que tu n'auras pas besoin de moi là. Non, parce qu'il va pleuvoir. Il arrive quand même des fois, il neige une fois tous les 10 ans. Je crois qu'il a plu sur la partie côte pacifique. Je crois qu'il a plu l'été dernier et il n'avait pas plu depuis 12 ans. Ouais, c'est ça. Donc c'est grâce à ça qu'on trouve quand même des momies ou des choses extraordinaires. Voilà. Mais si, parce que on va dire la tactique pour transpirer le moins possible, comme il n'y a pas de point d'eau, s'il y en a un seul à mi-parcours. Et donc il faut essayer de transpirer le moins possible. Donc pendant la journée, il fait très chaud. Donc on s'abrite et on bouge pas trop. Et puis on marche pendant la nuit et il peut faire moins 20, moins 25. C'est des gros changements. Donc on va passer de la glace au désert. Alors tu viendras nous revoir, Charles, avant. Bien sûr, avant la débâcle. Avant la débâcle. La débâcle, il y en a qui connaissent ça. Et puis j'espère revoir Yann prochainement, avant l'hiver. Comme ça, on va pouvoir vérifier ce qu'il y a eu pour l'été. Avec plaisir. Ouais. Et puis si l'hiver est rude. Le site internet pour retrouver les prévisions, c'est celui de Météo France. Météofrance.com. Chamonix. Et tu as un site où on peut trouver d'autres choses. Il y a tous les sites actuellement, comme Vétard Central, Météo Ciel, tous les sites privés vraiment on trouve beaucoup d'informations. Ah, puis pendant qu'on y est sur tous les portables, on a tous une appli. Ouais. Donc ce sont des modèles automatiques. Ouais, c'est fiable dans l'ensemble, ça a l'air pas trop mal sur 2 jours. Je trouve ça moyen parce que souvent pour une journée, elle est caractérisée par une seule icône. Oui. Donc ça c'est un peu gênant lorsqu'il fait beau le matin, il pleut l'après-midi, qu'est-ce qu'ils mettent voilà. Ouais, mais ça peut s'améliorer et ça va devenir de mieux en mieux évidemment. Bon. Je vous remercie tous les deux. Bonne rentrée. Et puis donc un plaisir. Charles repassera tout prochainement. On rappelle également Charles Sport Nature Aventure, l'association d'intérêt général. On peut s'inscrire en allant sur ton site. Respectons la terre. Voilà, respectons la terre. Il y a beaucoup de monde. On va pas tous les citer. Merci à vous. Et puis à bientôt. Alors on aura un bel été et un hiver précoce. J'ai retenu ça. Radio Mont Blanc. Radio Mont Blanc. Radio Mont Blanc. La première radio du pays du Mont Blanc.